Bonjour à tous. Donc depuis tout à l'heure, on parle de CIA qui est du coup vraiment une pathologie et le problème du FOP, c'est comme on l'a déjà dit, hein, c'est 25-30% de la population et bien sûr 25 à 30% de la population ne va pas faire un AVC. Donc ça va être d'essayer de distinguer quels sont les FOP pathologiques des FOP finalement presque physiologiques. Comme vous le savez, dans la fermeture et la prévention de l'AVC en prévention secondaire, il y a eu plein d'études, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, maintenant il nous reste du débat à avoir. Et il y a eu 3 études en 2017 qui sont tombées coup sur coup, qui ont toutes dit la même chose, que quand on sélectionne bien les patients, la prévention secondaire, on ferme des FOP et ça évite les AVC versus traitement antiagrégant. Après, c'est vrai que ça a été un long combat. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, les noms ont été coupés, je suis désolé sur le tableau, mais les premières études étaient négatives, probablement des FOP pas assez bien sélectionnés, des patients, excusez-moi, pas assez bien sélectionnés, parfois des AIT, parfois des FOP sans énormément de shunt, sans ASIA. Et au final, les études depuis 2017 tombent et sont positives, mais vous voyez, je vous ai mis le nombre de patients années à traiter sur le côté des tableaux, et ça varie de 22 à 260. Donc on voit bien qu'il y a des grandes disparités de résultats selon les études et on voit bien qu'il va falloir essayer d'affiner un peu plus ces résultats. C'est ce qui a été fait avec des différentes méta-analyses. Et comme vous le voyez dans ce tableau qui a repris en fait les études sur les fermetures de FOP, sur le tableau de droite, on a de la chance, c'est celui qui n'est pas coupé. Quand on prend les études, même les études négatives, si on prend juste les patients qui avaient des FOP à haut risque, c'est-à-dire avec un ASIA ou un shunt important, ça sort. Alors que quand on prend le tableau en bas à droite, même dans les études positives, si on prend juste le sous-groupe des patients à bas risque, c'est-à-dire avec un faible shunt ou sans ASIA, ça ne sort pas. Donc on voit bien que toute l'anatomie du FOP est au cœur de la réflexion et ça a donné lieu à des recommandations. Je vous ai mis celle de la Société française conjointe neuro et cardio, mais c'est les mêmes dans la Société européenne, qui est de dire que chez les patients jeunes de moins de 60 ans qui ont fait un AVC, j'insiste sur le côté compatible avec une origine cardio-embolique, ce qui sous-entend que vous avez eu un avis d'un neurologue, que vous avez fait un staff neurocardio pour bien discuter de ça. Si vous avez une anatomie de FOP compatible, c'est-à-dire un ASIA, plein de bulles qui passent, ou une largeur de FOP importante, vous avez le droit de le fermer, à condition d'avoir fait le bilan étiologique minimal. Pour l'athérome des troncs supraortiques, pour le bilan du neurologue de manière générale, on va lui laisser. Par contre, je pense qu'en tant que cardiologue, s'il y a une cause qui nous revient de droit, c'est quand même le screening de la fibrillation atriale chez les patients qui font un AVC. C'est notre boulot de le rechercher. Dans les études Princeps, ils avaient juste fait des télémétries de 24 heures. On se doit de faire un peu plus que ça. Donc dans les recommandations, on nous dit au moins holter des 24 heures. Et ce qu'on fait en pratique, ce qui est dit aussi dans les recommandations, c'est qu'on prend en considération l'âge du patient, ses facteurs de risque, la taille de son oreillette gauche, le nombre d'extrasystoles atriales sur le holter des 24 heures. Et à ce moment-là, on va plus loin. Un holter de 15 jours, 21 jours, et de plus en plus, on va même jusqu'à leur implanter un reveal pour avoir une lecture de 6 mois avant d'aller le fermer. On n'est pas pressé de fermer ce FOP. Alors, on nous a fait des scores. Il y a le score d'Europe, c'est le score historique, hein, qui est le score d'imputabilité du FOP, qui grosso modo nous dit que plus un patient est jeune, moins il a de facteurs de risque, plus le FOP est imputable dans son AVC. À ceci près que c'est aussi les patients qui ont, plus le score est haut, moins ils ont de risque de récidiver l'AVC. Donc vous dites que c'est le FOP, mais c'est aussi les patients qui ne vont pas récidiver l'AVC. Donc on n'est pas suffisant sur ce score qu'il faut prendre avec des pincettes. Et dans les recommandations, ils nous disent bien qu'on ne sait pas exactement quoi faire de ce score. Donc la question est de savoir est-ce qu'on peut affiner plus si on avait la chance, sur les études Princeps, d'avoir des patients qui ont tous eu une ETO systématique et qui ont eu soit une fermeture, soit un traitement antiagrégant. Donc on a regardé ce qui s'est passé chez les patients qui ont récidivé l'AVC et on a essayé de voir anatomiquement qu'est-ce qui posait problème. Et sans surprise, c'est la largeur du FOP en termes de shunt et l'ASIA qui ressort. Mais dans toutes les études, et moi ça m'a assez frappé, c'est que l'ASIA ressort plus que le shunt. Alors que, en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser à la problématique il y a quelques années maintenant, si on croit au mécanisme de l'embolie paradoxale, se dire que le shunt est moins significatif que l'ASIA, qui est juste un mouvement du septum, c'est quand même un concept que personnellement j'avais vraiment beaucoup de mal à expliquer. Je pense qu'une des explications fondamentales, on pourra faire un sondage si vous voulez dans cette salle, mais je pense que personne ne compte les bulles qui passent à travers le FOP, ça n'existe pas. C'est du 2D, c'est pas défini sur combien de boucles on les compte, les bulles elles repassent par le même plan, enfin personne, je pense, ne compte réellement les bulles, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. L'autre élément à prendre en compte, c'est cette image-là que je vais vous montrer. Ça, c'est une image ETO qui, à mon sens, explique grandement la problématique des bulles. Là, c'est une image ETO. Vous avez à gauche de l'écran la veine cave inférieure, une valvule d'Eustachi proéminente, et vous, elle s'est figée au bon endroit en plus. Un FOP assez massif. Vous avez une hauteur de soulèvement assez important. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un shunt massif associé. Vous allez voir ce qui se passe quand on fait des bulles. Il se passe ça.
C'est-à-dire que les bulles avec une perfusion en membre supérieur n'arrivent quasiment pas jusqu'au FOP. Parce que la valvule d'Eustachi en fait protège le flux arrivant de la veine cave supérieure, excusez-moi. Il y a des études qui ont montré que quand vous faites des KTC aux patients, vous dépistez 2 fois plus de FOP quand vous les perfusez membre inférieur. C'est juste qu'il faut un KTC parce que si vous les perfusez au pied, les bulles, en fait, il n'y en a quasiment pas qui arrivent jusqu'à la cavité. Mais en tout cas, c'est à mon sens une des explications parce que cette valvule d'Eustachi, vous le voyez, c'est une sorte de rampe de lancement de la veine cave inf vers le foramen ovale perméable. Et quand on croit au phénomène de l'embolie paradoxale, on voit tout de suite que ce patient est à ultra haut risque d'embolie paradoxale et pourtant, il n'a pas un shunt important. Donc, il y a des études qui se sont intéressées pour essayer de voir si on ne pouvait pas affiner un peu plus sur les critères échographiques. On a cette étude japonaise, il y en a eu d'autres, je ne vous les ai pas toutes mises, mais elles disent toutes à peu près la même chose. Ils ont eu 2 populations différentes qui venaient pour fermeture de FOP, une pour une indication d'AVC, l'autre pour une indication de migraine. J'en profite au passage pour dire que la migraine, il y a eu plein de méta-analyses qui ont été faites pour montrer que ça ne marchait pas et que ça a été sorti des indications. Mais en tout cas, ça permet d'avoir 2 populations qui ont des FOP, mais qui ont des conséquences potentielles différentes, en tout cas qui font des AVC ou non, et ils ont regardé la différence. Et tous les critères sur la gauche, c'est ceux qui sortent à chaque fois dès qu'il y a des études qui s'y intéressent. C'est-à-dire que oui, il y a toujours l'ASIA, mais le fait d'avoir un septum interatrial qui bouge beaucoup, ça marche aussi. Donc le critère de 10 mm, nous dans notre pratique à Saint-Joseph, on a arrêté de le rendre parce qu'en fait, un septum qui bouge déjà, c'est très variable comment on le mesure. Mais par contre, la largeur du FOP, la longueur du tunnel, la valvule d'Eustachi, il y a une histoire aussi d'angle avec la veine cave inférieure, on va y revenir, moi j'ai un peu de mal avec ce critère. Il y a bien sûr le shunt qui reste un critère, mais qui reste un critère parmi d'autres qu'il faut prendre en compte, et ça donne des scores d'imputabilité comme ça, où on additionne un petit peu tous les points, et chaque équipe, chaque article en va de son propre score. Mais l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'affiner un peu plus sur les critères litigieux. Je vais juste insister sur l'angulation par rapport à la veine cave inférieure, que personnellement j'utilise pas beaucoup parce qu'elle n'est pas encore bien cadrée. Ils font des mesures en 2D, on ne sait jamais exactement à quel angle. Chaque équipe a mesuré un peu à sa sauce, parfois à 40 degrés, parfois à 60, parfois à 90. Donc en tout cas, ça reflète que l'anatomie rentre en compte. Après, quelle anatomie à prendre en compte, ça c'est assez difficile. On a eu Stéphane Lafille qui nous a fait un super topo sur la visualisation 3D de la mitrale. Un FOP, ça se regarde aussi en 3D. En tout cas, il faut l'avoir déjà vu. Donc, soit sur des coupes anatomiques autopsiques, soit avec une échographie 3D qui a une bonne résolution. C'est pas du 3D facile parce que c'est des structures très fines sur des toutes petites oreillettes gauche, donc on voit pas toujours. Mais vous voyez là au milieu de l'écran l'embouchure de ce FOP avec une sorte de tunnel, 2 petits bras sur les côtés et la bouche en plein milieu. Ce qui explique bien les variabilités de mesure parce que en fonction de la coupe que vous faites, si vous n'avez pas fait du 3D, vous allez avoir des variabilités de mesure incroyables. Ceux qui font de l'ETO savent que des fois, la longueur du tunnel ou les bras, parfois ça fait toute l'oreillette et parfois c'est tout petit. C'est expliqué par cette image-là. Si vous êtes pile dans l'axe à l'embouchure la plus petite, vous allez avoir un tout petit tunnel. Alors que si vous faites une coupe un peu de biais, vous allez avoir tout de suite un grand tunnel. Et donc il faut avoir visualisé en 3D et avoir revisualisé les choses. Après, concernant l'ASIA, il y a eu plein de théories aussi là-dessus pour expliquer pourquoi l'ASIA était significatif. Après tout, c'est juste un mouvement du septum. Pourquoi est-ce que ça rentrerait dans la ligne de compte de l'embolie paradoxale? Il y a eu plein de théories, on a tous les nôtres. Moi, j'ai la mienne. Moi, il y a déjà le concept éventuellement de se dire qu'il y a le concept de l'amorti au tennis. C'est-à-dire que si vous avez une raquette que vous mettez toute plate qui ne bouge pas, s'il y a une balle qui arrive dessus, elle rebondit. Alors que si vous amortissez, vous accompagnez le mouvement, la balle, elle va suivre le septum et être balancée dans la fosse ovale. Ça, c'est une des premières théories. L'autre théorie qui n'a pas publié, mais en pratique, à force de faire des ETO pendant l'intervention, on s'en aperçoit, c'est qu'un septum qui bouge beaucoup, c'est un septum qui va s'ouvrir beaucoup. C'est-à-dire que quand on fait l'ETO et qu'on mesure, c'est l'image de gauche, de face, la bouche d'ouverture du septum interatrial, c'est la deuxième image en partant de la gauche. Elle est toute petite, mais quand il y a un septum qui bouge beaucoup, au moment où vous allez mettre votre cathéter, vous allez voir que ça va se soulever beaucoup. Et probablement, quand vous faites votre ETO, le Valsalva, il est quand même assez dur à faire par rapport à une ETT, et du coup, on ne va jamais vraiment révéler le potentiel d'ouverture de ce FOP. Et d'expérience, plus il y a un ASIA, plus en fait ça s'ouvre énormément au niveau de l'embouchure du FOP. Et ça, ce que je vous dis, c'est pas que moi qui le dis, hein. C'est-à-dire que justement, dans les sociétés savantes, ils nous ont autorisé à transgresser un petit peu les études princeps. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit que quand vous êtes en ligne droite, c'est-à-dire un AVC chez le sujet jeune de 25 ans avec plein de bulles qui passent, ok, on ne se pose pas plus de questions. Mais le sujet un peu litigieux, 65 ans,
ou le sujet de 25 ans qui a fait un AIT, ou le sujet de 55 ans qui a plein de facteurs de risque et que vous n'avez surtout pas envie de fermer, c'est là où tous les petits critères mineurs vont rentrer en ligne de compte. Et ils nous disent bien qu'on peut prendre en ligne de compte le shunt massif. C'est vrai qu'entre 30 bulles et une opacification complète des cavités gauches, il y a une différence. La valvule de Stachy, et après tous les autres critères que je vous ai donnés n'apparaissent pas dans ces recommandations, mais c'est la ligne, en tout cas c'est l'idée, et c'est nous ce qu'on fait régulièrement en staff neurocardio. Alors vous pourriez me dire, après tout, est-ce qu'on ne se prend pas un peu la tête? C'est une procédure assez simple, on va tout fermer et comme ça au moins on arrête de réfléchir. On a vu les complications pour les CIA, c'est les mêmes quasiment pour les FOP, sauf que nous, le FOP, c'est pas une vraie pathologie en tant que telle. C'est-à-dire que si vous vous êtes trompé, vous êtes en train de traiter un patient qui a juste une variante de la normale. Et il y a quand même ce risque de survenue de FA qui sort quand même dans les études Princeps, qui personnellement m'embête beaucoup de se dire qu'on fait de la prévention de l'AVC en créant de la FA. C'est quand même un concept. Il y a quand même 5% de plus de FA dans les études Princeps. On a dit a posteriori que c'était en fonction du type de prothèse, qu'il y avait des prothèses que maintenant on n'utilisait plus, que l'Emplatzer, par exemple, qu'on utilise beaucoup, ne le fait pas. Et il y a cette étude de la pitié, moi, qui m'a beaucoup touché dans ce que je faisais depuis quelques années. Je me suis dit, mince, est-ce qu'on a tort ou pas? Ils ont pris des patients qui venaient pour une fermeture de FOP, tous des Emplatzer, donc soi-disant la prothèse qui ne fait pas de FA. Et ils les ont surscreenés en post-intervention. Ils ont fait soit des haltères de 28 jours, soit des reveals chez les patients à risque. Et les résultats font un petit peu mal parce qu'il y a 21% des patients qui font de la FA en post-procédure. 21%, c'est quand même énorme. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a beaucoup choqué. Il y a eu un AIT, il y en a qui se retrouvent à avoir une ablation. Alors, ils nous disent que c'est à 14 jours que la plupart des FA dans le groupe reveal survenaient dans 85% des cas dans les 30 premiers jours. Il y en a quand même 15% qui survient à longue distance de l'intervention. Alors, savoir est-ce que c'est l'intervention, savoir est-ce qu'ils ont été mal screenés avant, c'est une vraie question. Mais quand même, se dire qu'on a fait au moins 15% de FA à distance, c'est quand même beaucoup sur les interventions. Et il y en a qui vont jusqu'à dire que c'est du réactionnel, quand ça survient à 14 jours, c'est de la cicatrisation, ça ne va pas récidiver. Personnellement, une fibrillation atriale qui survient chez un patient que j'ai traité pour un AVC, ça va quand même être très dur de ne pas l'anticoaguler derrière. Et ça, bon, je sais qu'on a entendu dans des congrès, etc., qu'il ne fallait pas les traiter. Personnellement, pour le moment, j'ai un petit peu de mal à ne pas traiter cette population. L'autre élément qui était intéressant dans cette étude, c'est juste pour en parler, c'est que parmi les éléments prédictifs de fibrillation atriale en post-intervention, c'est le diamètre du disque gauche. Il y avait les sexes et l'âge, bien sûr, mais le diamètre du disque gauche ressort, à savoir que faire la différence entre l'œuf ou la poule, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que là, vous avez un patient qui a un tout petit foramen ovale perméable. Vous voyez en haut à gauche, c'est une vue 3D côté oreillette gauche. On est en haut, donc on a l'embouchure du FOP de face qu'on va mesurer au milieu de l'écran ou en 2D en X-plan. Ce patient, il a un tout petit FOP. On va pouvoir lui mettre une toute petite prothèse qui prend quasiment pas de place dans l'oreillette gauche. On est content. Maintenant, est-ce que c'est un patient qui avait beaucoup de risques de faire de la FA? Je ne sais pas. Alors que quand vous voyez ce patient-là, qui pour le coup a une énorme fosse ovale, donc mon concept de dire s'il y a une fosse ovale, du mou, un asia, c'est un FOP qui va beaucoup s'ouvrir. Vous voyez, vous mettez le cathéter, là, l'ouverture, elle va très très loin en embouchure. Et bien, ce patient, on est obligé de lui mettre une énorme prothèse qui prend quasiment toute l'oreillette gauche. Et vous voyez qu'en 3D, bon, on se dit à la fin, on a quand même mis du monde dans cette oreillette. Après, on est un peu obligé. Donc, est-ce que ce patient aurait fait de la FA de toute façon, ou est-ce que c'est la prothèse qui est délétère? Mais c'est aussi les patients probablement à plus haut risque de faire l'AVC parce que c'est des gros FOP. Donc, la question n'est pas encore tranchée. Les autres complications, à mon sens, c'est surtout le shunt résiduel. C'est une question qu'on a régulièrement. Je pense que vous l'avez tous en cabinet. Le patient, on lui fait l'écho à 6 mois. Il a encore des bulles qui passent et il y a toute la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces patients. Dans les études Princeps, ils avaient le traitement anti-agrégant, et pourtant en moyenne ça a marché, mais est-ce que dans ce sous-groupe, il y avait un sur-risque? Oui, ça a été montré, ils font 3 fois plus d'AVC que ceux qui n'ont pas de shunt résiduel, donc est-ce qu'on les laisse sous anti-agrégant? Est-ce qu'on les met sous anticoagulant? C'est une vraie question. Après, les autres complications, elles restent exceptionnelles, mais elles sont graves quand elles arrivent, donc c'est l'idée de ne pas avoir de regrets si elle survient, la complication, et de bien avoir sélectionné votre patient. Il y a l'idée du coût, bien sûr, en fonction de l'endroit où on vit, c'est un coût pour la société ou pour l'individu, mais ça reste un coût. Et les complications sur le très long terme, bon, la CIA, on a un peu de recul, mais on n'a jamais vraiment étudié ces patients sur 40 ans, voir ce qui se passait à distance. Et on traite quand même des patients de 25 ans qui ont une variante de la normale. Donc il ne faut vraiment pas qu'on soit trompé s'ils déclarent des complications sur le long terme. En conclusion, l'intervention systématique dans le FOP, bien sûr que non. Par contre, l'objet de ce topo, c'était de se dire, il faut screener la FA avant, il faut bien les avoir screenés, mais on a le droit d'aller un tout petit peu au-delà
pas des recommandations parce que c'est marqué dans les recommandations, mais en tout cas des études Princeps qui avaient démontré que c'était que les Asias ou les shunts massifs, et vous avez le droit de discuter au moment de votre échographie. Il faut que vous ayez confiance dans celui qui a fait l'évaluation. Il y a une vraie discussion qui s'instaure. Les patients qui ont 70 ans mais qui n'ont aucune plaque d'athéro, mais un FOP avec tous les critères à haut risque, c'est probablement une population intéressante. Au passage, j'en profite pour dire qu'il y a l'étude CLOSE 2 qui se lance en France, exactement la même étude que CLOSE 1, sur les patients de 60 à 80 ans, et on en verra les résultats. Je vous remercie.